Bonjour. Non, 10 minutes. Pourquoi j'ai pas l'écran qui s'affiche en même temps? Ça va être bien, on se voit pas. Info sur la réunion. Ok. C'est bon, on est ok. On est 30. On va mettre 3 dates. Ah, voilà. Transformaticien. Ok. Oui. Alors, on peut pas. Non. La CAP a un système de visio, il n'y a pas de pièce où on fait la réunion en visio. Si, je crois dans la centrale de réunion. Et je vais peut-être le voir. Si je mets PowerPoint. Ouais. On peut cliquer sur cette icône qui est parfaite. Attention. Et là, c'est le chat qui apparaît à droite. Oui. Et les invités qui vont qu'on va réfléchir. Oui. Non, on est en cours. D'accord. J'ai automatisé l'enregistrement. Il n'est pas parti. Non, il n'est pas parti. Ah ben c'est 2 minutes. Mais c'est bien qu'on le voit. On voit les participants. Voilà, les participants. Qu'est-ce que tu parles là? On est censé finaliser le carte, c'est ça? Donc voilà. Ok. Ça va? Oui. Ça y est, arrive. On va voir tous les invités. Bonjour. À vous connecter, il suffit de double-cliquer sur cette icône. Voilà, je vous laisse le faire et merci de m'indiquer quand vous êtes OK. Oui, bon.
Après, il y a des problèmes pour se connecter. Hein. Oui, c'est bonjour. Oui. Vous arrivez pas à vous connecter? Vous aussi. Envoyez à tout le monde. Alors, appelez-moi votre adresse mail. Attendez 30 secondes. Je vous prends le lien. C'est l'anneau Vivalia réseau. Pourtant, c'est parti ce matin. Ça a dû partir malheureusement dans votre inbox. Bon, ça y est, c'est parti là. C'est parti. Oui, Violaine. Vous n'avez dû pas faire la bonne action. Il faut que vous cliquiez uniquement pour rejoindre et pas pour se loguer. C'est bizarre. Demande à Michel. Je sais pas. Salut. Bonjour. Donc, certains se sont connectés, donc c'est parfait. Nous allons... donc, journage technique. On va se connecter. Ok. Voilà. On va attendre un peu, il n'est pas 11h45, mais bienvenue à tous à la première webconférence de la CAP. Je vois que nous sommes nombreux, donc bienvenue à tous. Si vous voyez, Olivier est avec moi pour présenter la webconférence d'aujourd'hui. Donc, 2 choses techniques pour nous entendre. Vous avez ici le processus à suivre. Et pour ce qui est des dates, un petit rappel, nous avons 3 dates qui sont modifiées et qui peut-être apparaissent mal dans votre agenda. Donc vérifiez en fin de présentation les bonnes dates qui se sont mises dans vos agendas. Dans tous les cas, alors ce sera sûrement mieux qu'aujourd'hui, vous aurez un lien plus tôt que ce que j'ai pu faire ce matin. Et j'espère que tout le monde a pu avoir le lien. Voilà. Donc ça, c'est la première partie au niveau technique. Ensuite, nous allons... Olivier Thomas, que certains d'entre vous connaissent. Olivier est fondateur de l'agence Primum Non Notare qui nous accompagne sur toute notre démarche développement durable. Olivier, tu donnes un mot. Eh bien, juste en mot d'introduction pour vous dire que cette démarche Indice Vert est en place maintenant depuis 6 années. Aujourd'hui, l'idée, justement, est que la CAP assume son rôle envers ses parties prenantes en allant encore plus loin, c'est-à-dire en vous accompagnant et en essayant de faire en sorte de vous aider dans votre démarche d'évolution sur la RSE. Voilà, moi, je suis en charge du développement durable de la CAP depuis le mois d'avril. Et avec Olivier, nous avons eu envie d'aller plus loin dans la démarche et de vous accompagner un peu plus massivement. Donc, c'est nouveau pour nous. Nous débutons, mais c'est avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Donc, je continue. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des actions et de leurs indicateurs de performance. Donc, c'est la première webconférence. Et nous allons vous en donner une liste non exhaustive que vous pourrez étudier ou mettre en application chez vous. La première question à répondre, c'est pourquoi nous mettons ça en place. Vous le comprenez bien à travers les images que je vous ai mises en place.
c'est le changement climatique, donc, et ses impacts sur notre quotidien. La question des déchets, comme vous le savez, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, avec des images très frappantes, la question des médicaments et des industries, la nuisance sonore, donc pour être dans notre secteur d'activité. Un sujet aussi qu'on abordera sûrement dans nos différents webinaires, les perturbateurs endocriniens et les métaux précieux. Tous ceux souhaitons, comme vous pouvez voir, nous sommes dans une situation un peu difficile et avec une amélioration continue, un cercle vertueux, nous allons atteindre l'exemplarité qui va nous faire gagner de l'argent, nous l'espérons, améliorer nos relations interpartenaires et réduire notre impact sur la planète. Didier, tu veux rajouter quelque chose sur ce point? Donc, je commencerai le slide après. L'idée étant que vous puissiez aborder les enjeux de manière grâce à ces quelques images. Je vais vous parler plus particulièrement du contexte national et international. Au sens qui inspire ces démarches, on va aller sur la démarche qui est en cours aujourd'hui dans notre pays. Ça a commencé par le Grenelle 1 et 2, déjà, 2009-2012. Un des peu connu par la profession, c'est le plan national santé-environnement, sachant que nous sommes dans sa troisième version de 2019, avec des déclinaisons dans toutes les régions, ce qui s'appelle le plan régional. Ça est tout bon. Pour une idée, ce plan national comporte 4 actions au niveau national, décliné ces régions, et évidemment la politique d'achat est un des éléments clés de autre plan de santé au travail qui est également décliné dans les régions, par le plan régional santé au travail, qui fait un focus plus spécifique sur les troubles musculo-squelettiques, sur la réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, aux nanoparticules, et également un travail sur les risques psychosociaux qui est lancé dans toutes les régions. La stratégie nationale de la transition énergétique vers un développement durable, qui va avoir une version maintenant avec le gouvernement Macron, puisqu'ils l'ont annoncé, qui va préparer une feuille de route 2017-2020 pour nous permettre justement dans notre pays d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, voté lors de la COP21. L'ONU a mis en place des objectifs de développement durable au niveau national. Ils sont au nombre de 17. Ils sont très inspirants et je vous engage, on a mis une petite image à droite, pour prendre le temps de les découvrir. Donc le contexte national et international. Cathy, si tu veux ajouter quelque chose? Bon, juste au niveau technique, vous avez peut-être un peu de l'arsène ou autre, donc si vous pouviez couper votre émission de son le temps que nous présenterions et nous vous donnons la parole à la fin de la présentation pour que vous puissiez nous poser les questions que vous souhaitez. Donc si vous voulez juste, vous, de votre côté, être un tout petit peu plus silencieux, ça éviterait le retour de son. Voilà, c'était juste au point de technique. Sinon, Olivier, merci de cette introduction. Donc on a une solution, entre autres, qui est l'économie circulaire. Donc vous, pour certains, vous connaissez très bien, qui est le moyen d'améliorer sa production et de gérer ses déchets pour être des ressources infinies et infinies pour vous et pour d'autres domaines d'activité que d'autres. Donc, peut-être l'illustrer par un exemple, parce que l'économie circulaire, ça peut nous paraître aux uns et aux autres un peu abstrait. Je vais vous donner deux exemples qui ont été mis en œuvre des établissements de santé. Un premier dans la région de Lille, où les établissements de santé collectent de manière mutualisée leurs biodéchets de cuisine, et les bus et les tramways du centre-ville de Lille tournent grâce à du biométhane généré par ces déchets. Par exemple, certains établissements de santé ont revalorisé les métaux précieux contenus dans des dispositifs de cardiologie, étant ainsi réduire la quantité de déchets d'activités de soins à risque infectieux incinérés, donc de réduire considérablement l'impact carbone, et en plus revaloriser ces métaux précieux avec un chèque à la clé. C'est une opération qui fait gagner à l'établissement entre 10 et 40 000 euros par an. Donc ça, ce sont de vrais exemples d'économie circulaire mise en place en collaboration. Merci Olivier pour cette précision. Donc, un enjeu majeur. Et donc là, nous avons constaté à la lecture des différents indices verts depuis 7 ans que vous aviez beaucoup d'actions et de projets pertinents.
et que vous manquiez un peu de structuration et de management pour certains, hein, pour les acteurs qui sont A et A+. Et donc, nous avons constaté qu'il y avait un besoin de choix stratégiques définis et un besoin d'outils pour vous accompagner. Donc, nous avons dit ces webinaires, mais aussi de mettre en place d'autres outils que l'on va vous présenter. Donc, une feuille de route stratégique, hein, c'est ce dont on a tous besoin dans nos institutions, que l'on soit une grande entreprise ou une PME, une feuille de route avec la définition d'objectifs, une politique et éventuellement des indicateurs, des objectifs à court et moyen terme. C'est souvent ce qu'on vous demande au travers de l'indice vert, c'est à travers d'un engagement, ce qui permet de savoir véritablement ce qui est fait et c'est atteint. Bien évidemment, un point clé, ça peut paraître le BA, mais le point clé, c'est d'avoir un référent dans son entreprise, dans son organisation, un référent en relation avec l'ensemble des parties prenantes, un comité de suivi, un petit comité de développement durable pour être en capacité de partager l'information en interne dans son entreprise sur RSE, connaître les indicateurs, connaître les enjeux, savoir ce qu'ils veulent dire spécifiquement, pour être capable d'en parler avec vos acheteurs, hein, les cliniques, hôpitaux et le secteur médico-social. Bien sûr, des outils très simples, classeur Excel ou suivi d'indicateurs. On va vous montrer d'ailleurs quelques exemples, ceux de la CAP, mais aussi des outils un peu plus performants, cartographie. On va vous en montrer quelques exemples qui permettent également de communiquer interne sur ces indicateurs qui sont très très précieux. Juste pour ce petit chapitre, je tenais à vous dire qu'un de vos confrères prestataires de la CAP, suite à un entretien individuel avec moi-même et Elodie de Primum de Nosferré, a choisi de mettre en place un comité de suivi. Ils se sont réunis aujourd'hui pour la première fois. Ils se sont réunis il y a quelques temps pour un kick-off et aujourd'hui ils sont plusieurs dans la webconférence pour après débriefer sur sur ce qu'ils auront entendu de notre part et les actions qu'ils souhaiteront mettre en place. Donc c'est une petite marche assez intéressante et nous espérons qu'ils monteront en compétence sur l'indice vert et toutes leurs actions de développement durable. Là aussi un exemple justement de cartographie d'indicateurs. Une entreprise comme la CAP, hein, qui a environ une centaine de collaborateurs, en place des indicateurs extrêmement précis sur la consommation de papier, des données au niveau social, le nombre de personnel atteints d'handicap, bien sûr aussi sur les transports, puisque c'est derrière traduit en bilan d'émissions de gaz à effet de serre annuel, ce qui génère ensuite des décisions, hein, par exemple du covoiturage sur les réunions régionales, du covoiturage événementiel qui commence à partir du mois d'octobre pour l'ensemble des participants. Ça fait que sur l'énergie et le CO2 avec la quantité d'énergie consommée et ce que cela représente en termes d'empreinte carbone. Indicateur très important, bien sûr, celui de l'indice vert qui nous concerne aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a un taux de progression de fournisseurs évalué. Et puis un petit détail sur le papier, mais une entreprise comme celle-ci consomme plus de 1 million de feuilles de papier par an, donc avec toute une stratégie réduction. Et focus sur la réduction des consommations énergétiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour justement de suivre ça de manière très précise. Donc vous voyez, une cartographie de ce type permet en une affiche de positionner l'entreprise et de montrer ce à quoi elle s'est engagée comme objectif et comme résultat qu'elle a atteint. Pour en arriver à cette infographie, il suffit de mettre en place un tableau de suivi. Donc là, vous avez celui de la CAP, c'est mon outil, que j'ai envoyé à l'équipe d'Olivier, qui donc a transformé ces éléments, quantitatifs et bruts en cette infographie qui traduit donc la démarche. De plus, ça va nous permettre, en ajoutant les déplacements régionaux, de faire le bilan carbone que nous avons l'obligation de faire cette année, puisque c'est pris 3 ans. Voilà à ce stade. Donc, nous vous suggérons plusieurs piliers, donc 8 piliers de développement. Et notre solution est de passer par le volet social, les énergies, l'eau, le sport, les déchets, la restauration et les partenaires locaux et la chaîne d'approvisionnement,
dans votre mise en place de tableau de suivi. Donc, ces 8 piliers, on va vous les décliner avec quelques exemples. On va pas rentrer dans le détail de chaque action, mais on va vous présenter une action avec son indicateur de performance et de suivi. Les indicateurs vous sont donnés bien sûr à titre d'exemple. Nous nous sommes basés sur ce que nous avons mis en œuvre ici. Certains d'entre vous, vous nous avez fait part pendant ces 2 dernières années sur nos relations téléphoniques de difficultés que vous pouviez avoir à mettre en place certains indicateurs. C'est bien justement ce qu'on va vous montrer maintenant. Indication, mais vous pouvez vous en inspirer si vous le souhaitez. Commençons par le volet social. Là, on peut insister sur un indicateur que tout le monde connaît, bien évidemment, mais que tout le monde ne tient pas forcément. Ce sont le turnover et l'absentéisme. Il est évident que nous sommes dans un domaine très particulier dans le secteur de la santé. Pour vous donner une indication, chaque jour, 107 000 salariés ne viennent pas travailler dans le monde de la santé, dont 6 000 pour le seul secteur public. Ça vous donne un petit peu l'importance de ce que représente ce taux d'absentéisme sur le suivi, la qualité, le suivi des patients, la maîtrise des procédés, la maîtrise des produits et services. Donc, tenir un indicateur d'absentéisme pour notre secteur, un indicateur clé. Donc, indicateur de suivi, Olivier, simple à mettre en place pour suivre le turnover et l'absentéisme. Par exemple, le pourcentage de départ sur une année ou le pourcentage d'absents en équivalent temps plein sur un an, pour pouvoir se comparer par rapport à son secteur, et par mettre en place un plan d'action de bien-être et de santé au travail permettant l'année d'après de mesurer l'évolution. Nous avons des établissements avec qui nous travaillons qui ont considérablement diminué l'absentéisme par un suivi très spécifique des troubles musculo-squelettiques. Peut-être qu'il focus là-dessus. Les musculo-squelettiques en France représentent 18% des arrêts de travail. L'État s'est lancé dans un grand programme pour essayer de réduire de moitié. Le bien-être au travail de nos collaborateurs passe notamment par cela. C'est un indicateur très, très précieux. Ok, là on voit qu'on vous propose d'autres actions. La liste est tout à fait non exhaustive, donc vous pouvez inventer vos propres actions pour tous ceux qui travaillent en groupe. Il vous suffit de faire un brainstorming et de trouver sur le volet social les actions que vous voulez mettre en place. Le petit effort à faire est de prendre et de calculer quel indicateur qui vous est pertinent. Donc là, on vous a donné quelques actions en exemple avec les indicateurs possibles. Oui. L'idée également, troisième chose qui n'apparaît pas forcément sur ce document, mais c'est d'être capable bien sûr de fournir des éléments de preuve. Très souvent, lorsque l'on fait un diagnostic dans une entreprise, un audit RSE ou un audit normatif, eh bien, il est souvent difficile d'obtenir les éléments de preuve des indicateurs de suivi. C'est pour vous une clé. Donc, si vous réfléchissez dans les semaines qui viennent à votre plan d'action, à vos indicateurs de suivi, d'organiser un système dans lequel vous pouvez déjà scanner les éléments de preuve pour pouvoir les faire très facilement, ce qui, dans le cadre de certains appels d'offres ou de relations avec vos clients, établissements santé ou vos référents sur l'achat, vous permettront de gagner un temps très très précieux. Très précieux, Olivier. Donc maintenant, on va parler du volet énergie. Donc là, vous avez plusieurs actions à votre disposition. Le plus simple est de créer et de suivre un tableau de bord de ces consommations en regardant le pourcentage kilowattheure versus l'année précédente, qui vous permet de suivre précisément, éventuellement tous les mois, vos consommations et les limiter. Mais vous voyez, il y a d'autres actions possibles, les audits énergétiques, le relamping avec la mise en place oui, c'est qu'il y a toute la nuit, ça. Et après, c'est diminué en 2010. Des éco-gestes que vous pouvez mettre en place dans votre société. Donc, le bilan carbone est un des outils qui aide à diminuer ces consommations d'énergie et qui vous permet à la fois d'améliorer vos recettes, enfin vos dépenses, de les réduire, mais aussi par la mise en place du LED, par exemple, d'améliorer la qualité de l'éclairage interne de vos locaux. Un point peut-être un petit peu juridique pour éclairer les participants. L'audit énergétique, obligatoire dans les entreprises de plus de 250 salariés, est vivement conseillé dans les PME parce que sans un audit énergétique permettant de comprendre quelle est la consommation énergétique exacte de son établissement, sans c'est un peu compliqué. Attention, particularité sur les textes relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, qu'on appelle BGES. L'option en France porte sur les administrations publiques de plus de 150 collaborateurs, c'est-à-dire quasiment toutes,
et pour les entreprises privées de plus de 500. C'est un piège car les entreprises privées à plus de 500 salariés, dans notre secteur, il n'y en a pas forcément beaucoup. Si on prend l'exemple des établissements de santé, il n'y en a que 40 au niveau du territoire. En revanche, en 2020, la taxe carbone sera en application, eh bien, il faudra montrer les éléments de preuve de la réduction de son empreinte carbone à 20% pour 2020 et 40% pour 2030. C'est que sans avoir fait la photographie, ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre, il est impossible de prouver cette réduction. Donc je vous invite vivement à l'anticiper. Parce que trouver les données quantitatives rétroactivement sera beaucoup plus coûteux et chronophage que de le faire au fil de l'eau. D'engage véritablement sur ces sujets-là, à bien identifier les données que vous devez suivre au fil de l'eau pour ne pas faire rétroactivement dans 3 ou 4 ans. Alors, ce qui me fait penser, Olivier, qu'il est très important sur votre plan d'action, c'est de vous mettre en conformité la première étape avec la loi, bien évidemment. Donc là, une petite veille juridique est importante et comme vient de nous expliquer Olivier, les entreprises de plus de 250 ou de plus de 500 collaborateurs sont très concernées par les lois environnementales. Donc ensuite, nous allons passer à la gestion de l'eau. L'eau également, vous le savez, est un sujet phare dans le monde. On n'en a pas forcément la conscience en France, puisque aujourd'hui on pense que l'eau c'est une denrée qui est très présente partout. Et en effet, ce n'est pas le cas. On va manquer d'eau en France à très court terme. Il faut savoir qu'en Europe, plus de 100 millions d'habitants n'ont pas accès à l'eau potable, même dans notre Europe. Donc, mesurer les consommations d'eau, les ratios, au prorata d'activité. Je cite pour exemple des fournisseurs de nettoyage de linge ou des sous-traitants en restauration qui sont en capacité de sortir des ratios du type un plateau repas, ce sont 6 litres d'eau, ou 1 kilo de linge lavé, ce sont également 5 à 6 litres d'eau. Donc, il est important de tenir ces ratios-là. Il est également important aux actions de réduction des consommations d'eau, maîtriser l'un des effluents liquides que nous rejetons, car c'est le deuxième souci. En France, des problématiques également liées à des quantités de produits chimiques dans l'eau. Donc, le fait d'une maîtriser ses consommations d'eau et d'autre part de réduire ces effluents liquides permet d'être dans une démarche extrêmement globale. En effet, c'est très important. Je vois que dans les actions possibles, nous ne l'avons pas mis. Donc, on va le rajouter et vous l'aurez avec le document de confirmation de ce webinaire où vous aurez l'intégralité de ce document. Donc, ensuite, nous avons le volet transport. Et donc, une nouvelle loi vous oblige pour les entreprises de plus de 100 collaborateurs à faire un plan de mobilité. Donc ça, à partir de janvier 2018. Et c'est quand même assez important puisque ça vous permet d'avoir un plan d'action et de décliner assez précisément quelles sont les actions de covoiturage, par exemple, de transport doux que vous pouvez mettre en place. Il y a d'autres actions comme le bilan à gaz à effet de serre pour les entreprises de plus de 250 salariés qui peut permettre de maîtriser son transport. Et après, vous avez toutes les solutions de transport bas carbone, le vélo, inciter au transport en commun. Et donc là, vous avez des outils qui sont très simples, qui sont le livre d'accueil de vos collaborateurs pour les inciter à utiliser les transports doux ou les transports de proximité. Sur ce point-là, nous avons fait le tour du transport. Juste un petit détail sur les transports. Là, on a très souvent tendance à parler exclusivement du transport des personnes lorsque l'on parle du volet transport, mais il faut parler également des achats et des déchets, parce que ce sont des centaines de camions ou des milliers de camions qui toujours sont en les autoroutes avec des produits à livrer qui ne sont pas forcément peut-être optimisés, ou des déchets également. Lorsque l'on place des filières de déchets, eh bien, ça peut générer plus ou moins de transport. Nous avons des quantités d'exemples dans le secteur de la santé. Nous pouvons parler des biodéchets en cuisine. Il existe des déshydratateurs broyeurs qui permettent de diviser à peu près par 7 les transports et les émissions de gaz à effet de serre. Il existe également pour change jetable, c'est pas un sujet glamour, mais c'est quand même un sujet d'actualité dans nos établissements, des appareils qui permettent de faire un vide d'air et de compresser, ce qui réduit également de moitié les volumes de déchets et donc les transports. Donc, sur le transport, il y a bien sûr le transport des personnes, mais également le transport des marchandises et des déchets à prendre en considération. Dans l'indice vert, quand vous avez renseigné, il y a deux axes qui vous sont gérés.
c'est de signer des chartes avec vos partenaires de transport pour gérer la logistique de marchandises, et un autre de diminuer, d'améliorer le cartonnage de vos produits. Voilà, donc ça c'était la partie transport logistique et transport de personnes. Sur le déchet. Alors sur le volet déchets, l'une des premières actions à mener dans une entreprise ou dans un service, c'est bien d'effectuer ce qu'on appelle une cartographie de ces déchets, c'est d'avoir qui produit quoi, d'avoir une traçabilité exhaustive. Je vois d'ailleurs que le registre des déchets est obligatoire. On a souvent tendance à penser que c'est le registre des déchets dangereux, mais ici il y a un registre des déchets sortants, c'est-à-dire tout type de déchets, et l'entreprise est responsable de la tenue de ce registre et de la bon suivi des différents bordereaux et jusqu'à l'élimination totale des déchets. Donc, faire une cartographie permet de prendre conscience également de sa production pour essayer bien évidemment de réduire cette production le plus possible, tout un tas d'actions. Il faut des indicateurs en face et que ces indicateurs sont vos propres fournisseurs ou sous-traitants si vous les doivent, pour permettre d'avoir cette photographie annuelle pour mettre un plan de réduction. Alors, rappelez ce qu'était le développement durable, mais moi je profite de cette slide pour le dire, c'est que le développement durable s'appuie sur 3 piliers, l'économique, l'environnemental et le sociétal. Et donc, vous pouvez constater qu'en gérant vos déchets, vous allez faire des économies. C'est unique, parce que vous allez vous rendre compte du gâchis, du gaspillage que vous générez dans votre entreprise, et par ce biais-là, remonter les filières et améliorer votre dépense sur, par exemple, la gestion du papier ou des médicaments qui sont jetés, etc. Voilà. Restauration, donc là, nous avons plusieurs acteurs et nous pensons que c'était important. Vous avez aussi peut-être en interne une cantine où cela vous concerne peut-être à titre privé ou en tant qu'entreprise. Donc, il est important de discuter avec vos partenaires sur des critères simples qui sont plutôt basés sur l'économie circulaire et le bio. Donc, vous pouvez avoir des pourcentages de produits labellisés, savoir quel est le kilométrage parcouru, excusez-moi. Vous pouvez aussi formaliser une charte d'engagement avec vos sous-traitants. Alors, tout dépend quand vous êtes un établissement ou un fournisseur, d'avoir un pourcentage de sous-traitants supplémentaire de la charte. Donc, vous avez aussi des actions très importantes qui sont la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, vous pouvez sensibiliser, vous pouvez aussi distribuer les repas non consommés aux associations, aux ONG ou aux banques alimentaires de proximité. Et enfin, gérer ces biodéchets par une filière dédiée. Donc, il y a une obligation pour les producteurs de plus de 10 tonnes de déchets de gérer ces déchets sur une filière particulière. Juste focus sur le gaspillage alimentaire, ça fait partie des grandes priorités nationales. Ce sujet a même été rajouté dans les indicateurs de performance extra-financière qui est sorti au journal officiel le 14 août cette année pour dire à quel point c'est un sujet important. Quelques chiffres à retenir. 4% des frigos des ménages finissent à Belle, c'est absolument colossal, c'est un quart de ce que l'on achète. Vous donnez une autre tendance, dans un hôpital, la moyenne est à 10% de plateaux repas non consommés jetés. Dire que sur ces sujets-là, on a des marges de manœuvre. Quand un établissement de santé met en place un plan d'action, il peut arriver à réduire jusqu'à 4%, c'est-à-dire qu'il y a 8% de marge directe à faire. Toutes les entreprises qui ont un restaurant d'entreprise peuvent mettre des indicateurs précis là-dessus, et une prestataire de restauration collective, aujourd'hui, ça faire dans le bureau, ils ont des indicateurs précis. Merci de ces précisions. Donc, nous avons maintenant le volet des partenaires locaux, puisque vous savez que dans l'engagement de la RSE, il faut avoir une proximité localement. Donc, la première des choses à mettre en place, c'est établir une cartographie de ces parties prenantes, avec les liens d'importance, la fréquence et la détermination des priorités, pour ensuite créer des synergies de proximité. Donc, vous pouvez avoir des projets locaux dans vos différentes usines ou vos différents lieux de production. Exact. Vous pouvez développer votre partenariat en agrandissant par des partenaires de proximité. Vous pouvez gérer par des chartes, mais aussi intervenir dans des conférences ou des écoles ou en étant formateur ou
professeur ou lectureur, ou dispenser de transmission de votre savoir-faire en matière de développement durable dans des lieux publics à destination des jeunes ou de populations actives. Ou non actives d'ailleurs. Il n'y a pas de choix, c'est juste avoir du partenariat local avec vos parties prenantes. Avec ce sujet, on est au cœur du développement durable, avec d'un côté l'économie circulaire, permettant de transformer par exemple les déchets en matière première pour d'autres, et on est également au cœur du pilier social et sociétal en créant des relations locales. Il existe dans le secteur de la santé, pour vous donner quelques exemples, des choses extraordinaires, notamment dans des clics intergénérationnels dans les maisons de retraite, où vous avez des écoles qui viennent manger tous les mercredis avec des personnes âgées, ou des centres de résidence étudiantes et EHPAD, pour faire en sorte que des étudiants s'engagent à consacrer 5 heures par semaine à des personnes âgées en EHPAD. Donc vous voyez que cet exemple crée du lien et permet de générer l'économie circulaire. Et donc, comme par exemple notre gagnant de la bourse, enfin un des gagnants de la bourse Cap ou pas Cap, qui avait créé un jardin intergénérationnel. Aussi, donc, ce sont de beaux exemples qui à la fois créent du lien et mobilisent l'activité locale. Donc, sur le sujet majeur de la CAP, l'achat d'approvisionnement, donc je crois qu'Olivier est mieux placé que moi pour en parler. La logique dans tous les établissements est bien de savoir, de connaître parfaitement cette cartographie. Dans une entreprise, savoir qui achète quoi et à qui est une clé. Alors ça peut paraître basique, et pourtant je peux vous dire que chaque fois qu'on fait un audit dans une société, il est retrouvé une cartographie extrêmement précise. Cette cartographie permet de mieux structurer les achats, de mieux structurer l'ensemble des déplacements du commande. C'est l'objectif de progression. Ça paraît une évidence, mais la logique de cartographier ces achats est la base avant de passer à l'applique de produits labellisés ou de produits impactants. Ce qu'il faut tenir, c'est que l'achat dans une entreprise, c'est ce qui les impacte derrière. Il y a toujours 3 types d'impacts sur les achats. Il existe des impacts économiques, bien sûr, le coût, et puis les marchés. Écologique, ça concerne tout peut-être émissions dans l'atmosphère, air, eau ou déchets. Et des impacts également sanitaires, des impacts sur la santé humaine. Si on prend en considération ces types d'impacts dans une politique d'achat, eh bien, on arrive à considérablement réduire les risques. Encore faut-il pour cela en amont avoir cette cartographie et la mettre à jour chaque année. La cartographie, on peut vous préciser un tout petit peu, c'est un fichier Excel où vous recensez tous vos fournisseurs. Et à partir de là, vous identifiez quelle famille d'achat à quelle famille d'achat ils correspondent, quel est l'acheteur concerné au sein de votre structure, et ensuite le volume d'affaires qu'il génère pour vous permettre de travailler sur plusieurs questionnaires qui vous permettent après de cartographier les risques achats que vous pouvez avoir dans votre structure. Là, qui s'exerce à ce travail-là, donc nous aurons une cartographie interne et externe, enfin sur notre filière achat externe, une cartographie des risques, une double cartographie des risques, interne, achat interne et achat externe, tout ce que nous faisons ensemble. Eh bien, nous avons tenu le timing à 3 minutes près, donc nous sommes dans les temps. Maintenant, à vous de nous poser les questions-réponses. Donc, vous le savez, vous avez le son pour certains, vous avez le chat pour d'autres. Et on va essayer avec Olivier de vous répondre le mieux possible. Donc, nous sommes à votre écoute. Qui veut prendre la parole en premier? N'hésitez pas. Allez, le plus dur, c'est la première question. Dominique Chaput, Société Provence Dauphiné pour le réseau Vivalia. Bonjour, merci d'être parmi nous et nous vous écoutons. J'avais une question parce qu'effectivement, donc là on parle de développement durable au sens large du terme, hein, c'est-à-dire ce que vous expliquez, intégrant des aspects économiques, sociétal, environnemental. Au sein du réseau chez nous, enfin, au niveau Provence Dauphiné, on a une réflexion pour travailler sur la 14001. Et en travaillant dessus, finalement, on fait qu'un tiers du chemin, hein, puisque les 2 autres aspects sont pas forcément appréhendés. Je voulais savoir s'il y avait des reconnaissances officielles
qui englobait l'ensemble des aspects des composantes du développement durable. Bien sûr. Alors, Yannick, vous enchaînez très bien sur la prochaine webconférence qui est les outils de la RSE, où nous allons aborder toutes les normes. Pour vous les citer, il y a la 26000, qui n'est pas certifiante, mais qui est au moins des lignes directrices. Vous avez les MAS, vous avez la 14001, qui n'est pas ridicule, elle couvre au moins pilier l'environnemental et par cascade l'économique, puisque si vous faites des économies au niveau environnemental, automatiquement ça impacte vos économies de consommation. Vous avez, là alors pas pour vous en tant que fournisseur, mais principalement la 26000, la 14001, les masques, et HQE pour le bâtiment. Bon chemin, si vous voulez, parce que commencer par la 26000, c'est extrêmement complexe. Commencer par la 14001, c'est plus simple, ça permet de prendre conscience de l'ensemble des impacts environnementaux générés par une activité, et donc, comme l'a dit Cathy, impact financier. Donc, commencer par la 14001 pour ensuite tendre vers la 26000, c'est bon chemin. En plus, vous avez appris à utiliser l'outil de la route de Deming, donc du PDCA de la qualité, et cela permettra de remettre en place tous les thèmes autour de la RSE, donc qui sont plutôt liés à la 26000 et au développement durable dans toute sa globalité, plus facilement en étant partie de l'environnement. En fait, je comprends, mais je pense on est sur du mono-référentiel. Bon, après, il faut imbriquer les systèmes, mais je pense la question, c'était vraiment de savoir s'il y avait un référentiel qui englobait un peu tout fait, mais oui. À la limite, d'accord. Qui est le standard national de la RSE, c'est le GRAS. Oui, d'accord, ouais, ok, ouais. Voilà. Ça va. Et certains secteurs en Europe, comme le monde de la viticulture par exemple, qui a pris le sujet à bras-le-corps, avec des déclinaisons sectorielles par pied. Il est évident qu'une certification 26000 chez un viticulteur ou dans un CHU, c'est pas exactement la même chose. En revanche, certains marchés internationaux, si vous n'avez pas ce label-là, vous ne pourrez plus vendre d'ici 2020. Dans la viticulture notamment, mais risque de s'étendre à d'autres, sachant que l'État actuellement, par la voie du ministère de l'écologie, est en train de travailler sur des décisions sectorielles. Parfait. Question. Si vous n'avez pas accès au son et vous n'avez pas de webconférence, vous pouvez envoyer votre question par chat, je vous répondrai. N'hésitez pas, c'est sur la droite de votre écran et vous pouvez poser la question, je répondrai à tous en voix orale et en voix écrite. Attendez là. Équipe. Ah, merci. C'est nous pour dire, on était censé être en mute, c'est pour ça que je pose la question. Donc plus un commentaire qu'une question. Donc en tout cas, nous, l'équipe NERC, on a été aujourd'hui 6 ans pour participer à ce webinaire. Et clairement, l'aspect très pragmatique et très opérationnel pour nous a été, en tout cas pour moi, pour l'équipe, je pense, un vrai une vraie aide. Donc on est parti justement, on a fait une première réunion ce matin pour démarrer un peu le projet. Et je pense que on aura l'occasion de rediscuter, d'échanger parce que c'est vraiment un point de départ pour nous. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, on fait beaucoup de choses, on a pu en discuter ensemble. Mais la difficulté aujourd'hui pour un groupe, Merck a beaucoup d'activités, on fait beaucoup de production, on fait de la commercialisation, c'est de rasser, de trouver les bons indicateurs. Donc pour être clair, en tout cas pour notre part, on a tout à fait apprécié ce style de communication et d'échange via le webinaire. Donc à continuer. Merci de votre témoignage. C'est David, hein, c'est ça? C'est David, tout à fait. David. Voilà. Merci de votre témoignage, David. C'est vrai que vous aviez montré une volonté de mettre en place un projet et de gérer ce projet collectivement avec un petit groupe. Donc là, je sais que vous êtes en salle de webconférence. Est-ce qu'au niveau technique, ça s'est bien passé? Le seul problème, c'est qu'on pensait être en mute parce que notre pieuvre était indiqué comme étant en mute. Donc quand j'ai éternué, effectivement, on a compris qu'on était pas mute. Vraiment, nous, le son était très bon, la qualité vidéo était très bonne et clairement, pour nous, c'est en tout cas très,
très appréciable. Et on a 2 personnes de site, une personne qui est à Calais, une personne qui est à Semois, qui sont aussi qui se sont on va dire rejoints à cette webconférence. Merci. Et en fait, c'est vrai, comme disait David de Merck, le plus dur, c'est de recenser toutes les actions qui sont déjà mises en place et d'en faire quelque chose de parlant et de créer les indicateurs de performance. Autre question ou d'autres interventions? Oui. Bon, vous m'entendez? Très bien. Oui. Bonjour, Véronique Alcafarm. Oui. Je me permets de rebondir sur ce que disait la personne de Merck. Alors effectivement, moi c'est plus un commentaire. Alors je suis ravie d'être avec vous parce qu'on cible mieux effectivement vos attentes. Alors chez CAFARM, effectivement, on a énormément d'indicateurs qui sont déjà dans notre manuel qualité, mais j'étais loin de penser que ça vous intéressait en fait. Voilà. Donc quand on parle de développement durable, c'est vrai que c'est un peu sibyllin et donc au niveau sociétal, on a pas mal de choses. Donc les indicateurs sont déjà en place chez nous. Ça va me faciliter le travail et je pense que voilà. Après, il faut qu'on ait effectivement les annexes qui vont bien au niveau de l'énergie, etc. Donc c'est déjà en place, mais c'est la récupération d'informations qui parfois est un peu compliquée. Mais en tout cas, je vous félicite parce que c'était très clair. C'était très au niveau de l'exposé, des explications et puis du support. Merci beaucoup. En tout cas, le support va être à votre disposition. Donc, je vais juste aller rajouter, avant de vous le faire envoyer, un élément qui était la gestion de l'eau sur la gestion des effluents. Merci de votre retour et en effet, en développement durable, tout intéresse. Voilà. Merci. Très bien. Je vais vous donner une indication supplémentaire. Mon métier, ça a été de diriger des établissements de santé pendant 20 ans, si vous voulez. Si on se met dans la peau d'un directeur d'établissement de santé, la difficulté, c'est d'arriver à trouver des réponses face à un fournisseur sur des questions qui peuvent être multiples, vastes, et c'est souvent difficile. Donc, ce qu'on a décidé de faire, si vous voulez, avec la CAP, au travers de cette verre et du travail qu'on fait aujourd'hui avec vous, eh bien, c'est d'essayer de généraliser ces indicateurs, de faire en sorte qu'un directeur d'établissement ou ses collaborateurs trouvent l'info, mais que de votre côté aussi, vous voyez ce qui est recherché par ces gens-là, l'idée étant de rapprocher les acteurs et les utilisateurs. Effectivement, parce qu'en fait, quand on est audité, comme nous on l'est, et je suppose nos collègues également, je veux dire, on a déjà des choses qui sont en place dans la 14000, enfin dans la 9001, etc. Donc, bon, après, il faut synthétiser tout ça et le mettre en forme et pouvoir faire que ce soit digeste aussi. C'est ça. Si, d'autres questions, interventions, d'autres commentaires? N'hésitez pas. Ok. Donc, nous allons clore notre webconférence. On a tenu à peu près les temps. Il est midi 2. Donc, je vous donne rendez-vous pour le 3 octobre prochain. Oui, 3 octobre prochain. Vous avez ici, donc tout pareil, les projets avec modification du 14 novembre. Faites bien attention, je vous ai mis le planning des acheteurs et le vôtre. Donc le vote en 11h45 à 12h30 tout mardi matin, ils sont définis là. Et sachez que les acheteurs de la CAP sont aussi formés tous les mois. Vos contacts habituels aux achats, moi-même pour toutes les questions ou les améliorations que vous souhaitez mettre en place. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt et bonne fin de journée. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci.